Vous écoutez le 13e étage avec votre animateur Jean-Philippe Jalbert et ses invités JP Jalbert. Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours et échanger sur des sujets qui les concernent. Le 13e étage, le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier au Québec. Le 13e étage, on va parler des vraies affaires. 13e étage. Bienvenue au 13e étage. Je m'appelle Jean-Philippe Jalbert, je suis animateur, entrepreneur et développeur immobilier. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'animer ce podcast spécial parce qu'habituellement, on présente les co-animateurs brièvement, mais aujourd'hui, on va aller dans le vif de certains sujets. J'ai l'honneur d'animer ce podcast-là avec François Lamarche aujourd'hui. Salut JP, comment ça va? Ça va super bien, toi? Hey, ça va super bien. Moi aussi, je suis excité parce que je pense que notre invité aujourd'hui est hot, puis on va parler des vraies affaires, pour vrai. Là. Ah ouais, puis en fait, aujourd'hui, on va parler de femmes en affaires, optimisation de la finance, d'assurance de personnes, de l'application pour la réalité des entrepreneurs. Et on va parler de ça avec Christiane Van Boluis. Salut les gars. Salut, comment ça va? Salut Christiane, bonjour, Ça va bien, bienvenue. Oui, Christiane est planificatrice financière, conseillère en épargne collective et conseillère en assurance collective de personnes dans le cabinet Solutions financières Wallace & Van Boluis Inc. Donc, aujourd'hui, Christiane, pour les gens qui ne te connaissent pas, en fait, parle-nous un petit peu de c'est quoi ça fait, ça, en fond, une planificatrice financière, une conseillère en épargne, conseillère en assurance. Parle-nous de toutes les lettres qui suivent ton nom. Là. Ben, la façon que j'aime l'amener, puis moi, je suis une grande voyageuse, j'adore voyager. J'aime toujours faire le parallèle avec les voyages. Mettons que les boys, on décide qu'on part en road trip, on a dans l'idée qu'on s'en va en Californie. Minimalement, ça va nous prendre une carte routière ou un GPS pour nous rendre à destination. La planification financière, c'est un petit peu ça. En fait, c'est notre carte routière pour nous rendre vers l'atteinte de nos objectifs financiers. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les gens à appliquer leur carte routière pour se rendre et atteindre leurs objectifs financiers. C'est vraiment suave. Hein, tu sais, c'est pas sexy de même. J'ai le goût de partir en Californie. Ouais, là, c'est ça. Puis Christiane, ça fait combien de temps que tu fais ça? Parle-nous un petit peu de ta business, puis exactement qu'est-ce que tu fais. C'est quoi ta clientèle, peut-être, un petit peu aussi? Moi, j'ai commencé en 2008. Donc, j'avais fait tout droit sorti de l'université. Puis j'aime bien parler un peu de mon parcours avant d'arriver dans le monde des services financiers parce que c'est ce qui m'a aidé beaucoup à définir puis à savoir que le domaine des services financiers, c'était vraiment pour moi. Tu étais déjà entrepreneur avant, je J'étais pense, déjà hein? entrepreneur, c'est ça. Moi, je viens du monde de la natation, du sauvetage. J'étais une grande passionnée, très impliquée auprès de la société de sauvetage, depuis toujours d'ailleurs. Et j'ai coaché, j'ai enseigné, j'ai fait beaucoup de formations, dont mon cours de sauvetage océanique en milieu, donc mon cours de sauveteur océanique à Hawaï. Puis c'est une expérience qui m'a fait triper bien raide. Et j'ai décidé à 18 ans que je partais ma propre compagnie de formation de sauvetage à Hawaï. Donc à chaque année, j'amenais un groupe de 40 sauveteurs du Québec aller faire leur certification là-bas. C'est un voyage de 2 semaines où la première semaine, c'était le cours. C'était super intensif. Puis juste pour situer les gens, là, c'est un peu comme Baywatch, si on veut. On imaginait déjà ça, mettons, là. Écoute, ça a l'air vraiment passionnant. Là, c'est hyper exigeant. Puis... ce que j'ai beaucoup aimé de cette expérience-là, c'est que rapidement, ça m'a permis d'identifier que j'étais une entrepreneur, c'est-à-dire que j'aimais ça, runner ma propre boss, gérer mon horaire, avoir une certaine liberté, construire ma business comme moi je l'entendais bien. Donc ça, c'était super important pour moi dans mon éventuelle carrière de retrouver ça. Aussi, pour moi, c'est important qu'il y ait une forme de création de valeur. Enseigner le sauvetage, partager les premiers soins, c'est le seul sport où le but ultime, c'est de sauver des vies. D'impliquer des jeunes dans une formation de haut niveau en sauvetage où souvent, il faut qu'ils s'entraînent pendant 1 an pour arriver et survivre la semaine de cours. C'est incroyablement gratifiant de voir les limites qui dépassent, qui n'avaient jamais imaginé... possible. J'éprouvais toujours une grande reconnaissance et
j'essayais de rester humble et je me trouvais très privilégiée d'être témoin de ça. Et donc, ça reste que vous sauvez des vies pareilles. Je veux dire, c'est dur de rester humble là-dedans pareil. Mais... Puis on en a eu des vrais sauvetages là, dans le cadre de nos formations. Ça a juste à donner qu'on était à bonne place au bon moment. S'il y a une place ou un timing pour te blesser, ben c'est à côté d'un groupe de sauveteurs qui sont en entraînement où tu as 40 personnes qui viennent s'occuper de toi. T'es sûr que tu vas être pris en charge. Oui, c'est ça. Mais tout ça pour dire que rapidement, j'ai identifié que je voulais être maître de mon temps, je voulais être travailleur autonome, mais plus que tout, je voulais qu'il y ait une forme de création de valeur dans mon travail. Tout ça, cette business-là, je roulais ça en même temps que je faisais mon bac en finance à l'UQAM. Et quand j'ai parti l'entreprise, ben moi, je voulais être certaine d'avoir une bonne structure, me mettre de l'argent de côté, payer le moins d'impôts possible et tout ça. Donc, on m'a présenté à un conseiller financier qui m'a accompagnée pendant plusieurs années. Puis là, quand j'étais rendue à la fin de mon bac, je me questionnais à savoir si j'allais faire une maîtrise, si je me lançais tout de suite sur le marché du travail. Et Alex, qui était mon conseiller, m'a dit « Tu sais, Christiane, je connais ton profil. Je pense que tu serais bonne dans les services financiers. » Donc là, finalement, il m'a présenté à notre directeur. Puis j'ai fait mes examens de l'autorité des marchés financiers parallèles à ma dernière session de bac. J'ai fini le 15 et le 16 juin 2008, j'ai commencé dans le bureau. Puis... C'est un beau milieu pour la création de valeur, en fait. Là. Exactement. Puis c'est pour ça que je fais le parallèle avec le sauvetage. C'est que je suis travailleur autonome, j'ai mon cabinet en services financiers, mais surtout, je peux dire qu'à chaque jour, j'aide des gens à se rapprocher de leurs objectifs. J'aide les gens à payer le moins d'impôts possible. J'aide des gens à se mettre des sous de côté pour pallier à des événements qu'ils ne contrôlent pas nécessairement ou, à l'inverse, mettre des sous de côté pour des objectifs, que ce soit court, moyen ou long terme, pour la retraite. J'aide des gens dans le démarrage d'entreprise. J'aide des gens dans leur transition vers la retraite. On s'assure qu'ils ont des bonnes bases et des bonnes protections en place. Bref, à tous les jours, j'aide les gens. C'est pas pour toi, Jean-Philippe, mais... Ça me sonne de quoi, ça me stimule. Moi, il me semble qu'on m'avait parlé comme ça en secondaire 5 en me disant la planification financière, puis qu'est-ce qu'on peut... J'aurais peut-être pensé à ça avant. Là. Je sais pas, je trouve que tu rends bien ça, Christiane. Ah, certainement. Puis on va voir Youssef Gallage dans les prochains épisodes où Christiane aura la chance de co-animer aussi, où on va parler d'éducation financière générale, où j'en parle de façon régulière, où je trouve qu'il y a un manque au Québec souvent. Puis peut-être me dire un petit peu... Je vais juste revenir à ta première question, parce que je me rends compte que je n'y ai pas répondu pantoute. Tu m'as demandé c'était quoi le profil de ma clientèle. Elle est très structurée. Elle est très structurée. Je m'en allais exactement là, mais vas-y. Certainement. Ben, je revenais à genre, c'est quoi le type de client que tu vois dans ton cabinet? Mes clients, c'est beaucoup des entrepreneurs. D'abord et avant tout parce que je m'identifie à cette clientèle-là. J'en suis une depuis longtemps. Aussi parce que c'est des gens qui sont hyper passionnés, puis ils ont un profil que moi, je trouve extrêmement intéressant et c'est stimulant de travailler avec eux autres. Je suis une curieuse aussi. J'aime toujours quand on me parle d'un domaine en particulier, tout ça, apprendre, découvrir des secteurs que je connaissais pas et tout ça. Donc, je vous dirais que ma niche, moi, c'est les entrepreneurs. J'ai des entrepreneurs immobiliers, j'ai beaucoup de professionnels comme des médecins, des dentistes, des pharmaciens, etc. Bref, j'ai toutes sortes de... J'imagine que les entrepreneurs, ils ont tellement de travail à faire dans leur business, dans leur quotidien, de venir chercher l'information dans leur cadre d'activité. Je présume qu'ils sont mal éduqués peut-être un peu de ce côté-là au niveau de ce que toi, tu peux les amener. Le gros enjeu, je dirais que c'est le temps. Souvent, les entrepreneurs sont tellement consommés et impliqués dans les activités de l'entreprise qui, des fois, ils ont de la misère à prendre du temps pour eux, pour soit voir à leurs besoins personnels ou, des fois, ces éléments-là de structure sont remis ou repoussés à plus tard. Donc, souvent, c'est le temps, l'enjeu, pas nécessairement la volonté. Puis, je pense que les gens sont généralement assez allumés et ont la volonté de mettre en place une bonne structure. C'est juste de trouver le temps. Puis, dans le quotidien, avec tout ce qu'il y a à faire, c'est là où, des fois, c'est un peu plus difficile. En tout cas, en lisant mes notes,
les entrepreneurs à l'écoute, là, soyez là parce que plus tard, je pense qu'on va avoir des sujets vraiment intéressants. C'est pour drôle vous, que là. tu dises ça parce que t'es rendu quasiment animateur de ce show-là. Et voilà, et Mais voilà. j'allais dire en deuxième partie, autant que l'éducation de beaucoup d'entrepreneurs est quand même excellente, puis c'est des gens qui sont performants, on va toucher des sujets que probablement, facilement, je ne suis pas gêné de dire 90 à 95% des gens qui vont nous écouter ne sont pas au courant au niveau de ces stratégies-là. Fait que je mets un petit peu de tease. Là. Reste à l'écoute. Restez à l'écoute parce qu'en deuxième partie, ça va brasser. On va continuer avec Christiane. Ben oui. Donc, Christiane, tu nous as parlé un petit peu du type de client. J'ai le goût que tu me parles de un petit peu les services offerts, puis en quoi ton cabinet se distingue des autres au niveau de ta clientèle, puis comment tu offres le service à tes clients. Bien, nous, on a vraiment un service 360 en ce sens que moi, j'ai la désignation de planificatrice financière. Je fais aussi de l'assurance collective. Donc, par exemple, pour mon entrepreneur qui, pas nécessairement pour lui, mais celui qui voudrait, pour ses employés, mettre en place un régime d'assurance collective, bien, c'est une possibilité. Ça fait partie des services offerts. On travaille aussi souvent en partenariat avec les professionnels qui entourent l'entrepreneur. Souvent, l'entrepreneur a son équipe de comptables, fiscalistes, avocats. Moi, j'ai l'habitude de travailler main dans la main avec ces personnes-là, ces professionnels-là, pour s'assurer que les stratégies et les solutions qui sont mises en place s'harmonisent bien avec le restant de la planification fiscale et financière d'un individu. On fait aussi de la gestion de patrimoine. On fait des assurances, donc on couvre vraiment tant les assurances, ce qu'on appelle les prestations du vivant, donc tout ce qui est assurance maladie grave, assurance invalidité, soins de longue durée, assurance santé personnelle, etc. Puis évidemment, prestations d'assurance vie. Fait que finalement, c'est un cabinet de services financiers ultra complet. Là. Oui. Il n'y a pas grand-chose que tu fais pas dans le fond. On travaille très fort, on fait beaucoup de formations, on s'entoure des bonnes personnes, on a de l'expertise à l'interne, on travaille en partenariat avec les professionnels, des gens aussi. On essaie de rendre ça le plus complet et le plus facile possible aussi pour notre clientèle. Je pense que tu le fais bien, hein, parce que là, je lis ici, là, 2009, recrue de l'année au Québec. 2012, prix de la relève décerné par la Chambre. 2018, figure parmi les étoiles montantes et les leaders de l'industrie. 2019, figure parmi les top 25 personnalités financières du Québec. La seule femme, d'ailleurs. Gagne la catégorie du conseiller moins de 40 ans. C'est exceptionnel, ça, Christiane. Je veux dire, tu te démarques, là. Bien, humblement, là, je considère que je fais juste ce que j'ai à faire, honnêtement. Je travaille fort pour ma clientèle. Je donne j'investis mon expertise, mon temps, mon énergie, mon cœur dans ce que je bâtis avec mes clients. Puis, en retour, je récolte le fruit de ça. Les gens l'apprécient. Puis, je réussis bien. Tu peux te vanter un petit peu, c'est correct. Là. Non, pour vrai, je fais juste ce que j'ai à faire, je considère. Cool. Puis oui, c'est sûr que c'est tout le temps le fun d'avoir des petites tapes dans le dos comme ça, puis des mentions d'honneur. Mais bon, je le fais pas du tout pour ça. Là. On en écoute beaucoup de professionnels, JP, à ton micro depuis quelques semaines, puis il y en a d'autres à venir. Puis souvent, je trouve que les gens que tu as invités, les tops qui sont là, mais tu sais, ils font ce qu'ils ont à faire, puis ça finit là. Tu sais, la passion, la connaissance, le professionnalisme ressort du langage, puis c'est vraiment impressionnant, là, en tout cas. Ben en fait, tu sais, évidemment, il y a une sélection d'invités, puis évidemment, on s'entoure des gens qu'on respecte, puis qu'on a un intérêt mutuel, puis je pense que ce qui est revenu jusqu'à maintenant, puis Christiane ne prouve encore, mais moi, je pense que c'est tout à son honneur aussi, les succès, mais c'est l'humilité. Je vais avoir beaucoup d'entrepreneurs qui font leur boss, qui font leurs petites affaires, puis c'est un peu ça, les vraies affaires aussi, c'est pas nécessairement c'est pas toujours ceux qui sont en avant-plan. Puis, pas la story Instagram qui compte, là. C'est le langage qui va être divulgué dans la rencontre client. C'est exactement ça. On a abordé un petit peu le sujet avec François. Christiane, j'ai le goût d'aller là rapidement. Bon, ça va revenir au courant de la saison 1 au niveau du mindset un petit peu de la femme. T'sais. On a parlé un petit peu tantôt, puis François voulait qu'on aille là, puis moi aussi, je trouve que c'est une bonne affaire. En fait, j'ai le goût de te demander, on va en reparler dans les prochains podcasts aussi, mais j'ai le goût de te demander, est-ce que ça a été plus dur pour toi en étant une femme dans le milieu financier qui est un peu un milieu... chauvin, poussiéreux. Tu sais, c'est pas sexy l'assurance. Tu le rends sexy, puis ça a l'air super nice quand on t'entend. Puis je le répète encore à la deuxième partie, vous allez voir, c'est vraiment cool. Mais j'ai le goût de te demander,
Comment ça s'est passé de ton côté au niveau de ton début de carrière? Pour ma part, c'est pas tant que j'étais une femme, pour moi, où je sentais que j'avais peut-être des petites difficultés ou un certain rattrapage à faire. Pour moi, c'était peut-être en raison de mon jeune âge que je trouvais qu'il fallait que je travaille des fois 2, sinon 3 fois plus fort pour démontrer aux gens que j'avais l'expertise, les connaissances, la volonté de vouloir aider mon client. Donc, je sentais que c'était peut-être plus l'âge qui jouait contre moi que mon genre. J'aime penser qu'aujourd'hui, en 2021, les gens, ils se balancent pas mal de si tu es un homme, si tu es une femme ou une personne non définie, peu importe ta couleur de peau, que tu sois mauve, orange, noir, blanc. Je pense qu'aujourd'hui, les gens recherchent un professionnel qui est compétent. Je pense que la confiance est plus importante que tout. Et je pense que c'est un privilège de mériter la confiance des clients. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je travaille très, très fort pour faire honneur à ça et mériter la confiance que les gens m'accordent. Donc, j'essaie toujours de me ramener et garder ça en perspective. Là, on est très privilégié en planification financière d'être un partenaire dans les finances des gens parce que c'est très intime, c'est très personnel. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est vraiment la confiance, là, indépendamment du genre ou de la couleur de peau ou de toute autre chose. Moi, c'était peut-être plus l'âge où il fallait que je travaille un petit peu plus fort pour démontrer que j'avais les connaissances puis que j'étais capable de bien servir mon client. Je pense que j'ai rien à rajouter là-dessus. Mais en fait, j'allais dire, est-ce que tu t'es senti un peu comme un imposteur? Parce qu'on a déjà parlé de ça avec Jean-Philippe. Le fait de ton âge ou le fait que les pères te regardent et disent, écoute, ça te crée de la jalousie, ça te crée des... Je pense que il y a peut-être moins de femmes, c'est quand tu es dans... C'est peut-être, puis peut-être que je me mets les pieds dans la bouche là, en disant ça, là, mais c'est sûr que c'est difficile d'avoir à la fois une carrière qui est épanouie, fleurisante, stimulante, où tu es au top de ta game, puis d'avoir un équilibre avec une vie personnelle, une vie familiale. Je dirais qu'il y a 10 ans, avant que je sois maman, ça, c'était ma plus grosse crainte. C'est-à-dire que c'était de me sentir obligée de faire un choix entre ma carrière, que j'adore, qui me stimule, qui m'intéresse, que j'en mange, et de devoir faire un choix entre ma vie de famille, puis vouloir être une maman qui est impliquée, qui va aux sorties à l'école, qui va écouter la pièce de théâtre de Noël à 2h l'après-midi à la garderie un vendredi. Moi, je voulais aussi tout faire ces choses-là. Et Dis-moi pas que tu voulais être la présidente du PTA aussi, là. Ben, je suis sur le comité de parents de l'école de mon garçon. Ouais, je suis un peu intense et très impliquée dans ce que je fais. Je pense qu'il suffit d'être organisé. Il n'y a pas de choix à faire, mais c'est sûr que c'est peut-être un petit peu un défi un petit peu plus grand de balancer ce côté-là professionnel de personnel, si on veut. Trouver un certain équilibre. Oui, exact. Si tu veux vraiment rouler la pédale dans le fond, comme je le fais. Comment t'as su t'entourer aussi pour aller chercher de l'aide alentour de ça? Est-ce que, parce que, tu sais, je veux dire, t'as ton enfant, ce que je comprends, t'as ta famille, t'as ton cabinet, tu roules les clients. Est-ce que t'as été capable de créer une équipe alentour de ça, de t'entourer, avoir des gens qui viennent te supporter? Donc, oui. C'est un apprentissage aussi pour moi de déléguer. J'ai une super équipe au bureau. On a 2 adjointes, une conseillère de soutien. On a aussi d'autres expertises à l'intérieur du bureau. J'ai aussi une coach professionnelle avec qui j'ai travaillé pendant quelques années pour m'aider justement à pas juste travailler dans ma business, mais travailler sur ma business, puis avoir une pratique qui me permet de continuer à grandir, donc la gestion de la croissance, mais aussi de continuer à bien servir mes clients qui sont avec moi depuis les débuts.
puis de performer à travers tout ça, puis tout en faisant le parallèle avec le côté personnel. Donc, oui, c'est super important de bien s'entourer. Un de mes défis, c'est de déléguer. C'est un beau mot, ça. Oui. Puis... Et non délaissé. et non délaisser. Déléguer ne veut pas dire délaisser, effectivement. Non, exactement. Est-ce que c'est dur à comprendre comme entrepreneur, ça, des fois? Oui, puis c'est pas nécessairement naturel. Puis ma coach, Catherine, ce qu'elle m'a fait faire, c'est... j'ai un post-it qui est sur mon babillard, puis je le mentionne dans un autre podcast, qui dit « Am I the best person to be doing this right now? » Parce que pour moi, c'est tellement pas naturel, je dois me le rappeler plus souvent qu'autrement. Puis des fois, c'est pas par manque de confiance vers les membres de mon équipe. Des fois, c'est juste parce que je vois que Julie est débordée, Chantal est débordée, Michel est débordé. Je fais juste sortir ma tête du cadre de porte de mon bureau, puis je vois qu'ils go les filles, là. Puis des fois, j'ai juste un petit truc, un dossier qui prend une vingtaine de minutes, puis je me dis, tu sais, je veux pas leur en rajouter, je vois qu'ils sont débordés, fait que je vais le faire moi-même. Sauf que au courant d'une journée, des petits 20 minutes ici et là s'additionnent, puis à un moment donné, exactement, je me rends pas service. Donc, pour moi, c'est peut-être un enjeu aussi au niveau de communiquer à mon équipe ce que j'ai de besoin, puis de me coordonner avec eux. Donc, juste de dire « Hey, Julie, as-tu le temps de prendre un dossier? Ça te prendrait 20 minutes. » Puis elle me le dira, là, si elle n'a pas le temps. Je vais demander à Chantal ou je vais demander à Michel, puis les choses vont se faire, là. Donc, pour moi, c'est cet apprentissage-là de déléguer, mais aussi de communiquer ce que j'ai besoin qui se fasse. J'ai une question qui vient... Parce que là, on parle de déléguer. Tu peux peut-être parler un petit peu de... Ça ressemble à quoi le nombre de clients que tu gères dans le cabinet? Que vous gérez, en fait, vous êtes plusieurs. Mais... Oui. On y va en termes de ménage ou de nombre de clients? Parce que c'est sûr que des fois... Clients. OK. Parce que c'est sûr que des fois, j'ai un ménage où j'ai monsieur, madame, la business et les enfants, parce qu'il peut y avoir différentes choses pour les enfants. Puis les whatever. Oui, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, ça, c'est un ménage, mais c'est sûr qu'il y a un effet multiplicateur si on parle de clients. Donc, on parle entre 2600 et 2800 clients. OK, 2600, 2800 clients dans lequel la délégation devient difficile. Je vois un mot venir en tête. Stress. Comment est-ce que tu gères ça? C'est pour ça que j'aime mieux parler de ménage, parce que quand je vais rencontrer, mettons, mon couple d'entrepreneurs avec les enfants et tout ça, bien, ça représente peut-être 5 clients, mais c'est une rencontre. T'sais. Donc, je pense que c'est plus représentatif. En parlant de ménage, donc... Oui, okay. c'est ça. C'est quand même une grosse gestion annuelle. Là. Ah, c'est sûr. Le suivi, les rencontres. Absolument. Les cotisations REER, tu sais, c'est juste penser à ça, les rappels, les lettres qui sont envoyées, c'est quand même une gestion assez fastidieuse. Là. Bien, heureusement, j'ai une bonne équipe, puis on a des services aussi pour nous aider d'assurer un suivi puis un encadrement aux clients. Là. En tout cas, ça me semble une belle business que tu t'es bâti là, en tout cas. Là. Oui, puis c'est que par référence. J'ai pas acheté de book, j'ai longtemps fait beaucoup de formations en entreprise parce que je crois beaucoup en la littératie financière. Je pense que c'est important de partager cette information-là. Je pense qu'il y a beaucoup de lacunes dans le système d'éducation. Je pense qu'on devrait avoir un retour des cours de finance, comment faire un budget, comment utiliser une carte de crédit, comment fonctionne le gain, la perte en capital. Tu sais, des notions de base qui pourraient être enseignées au secondaire, tu sais, qui pourraient être retrouvées. Puis, des fois, c'est pas toujours enseigné à la maison non plus parce que c'est pas tous les parents qui sont nécessairement à l'aise avec ces notions-là de finance. Donc, une des missions que je me suis lancée aussi de bonne heure dans ma carrière, c'était que je voulais essayer de favoriser ou d'améliorer la littératie financière chez les gens. Des fois, c'est des entrepreneurs, des clients à moi qui m'invitent dans leurs entreprises pour parler à leurs employés. Il y a différentes thématiques qu'on peut prendre, que ce soit le couple et l'argent ou la retraite ou l'épargne études pour les enfants. Bref, donc une fois de temps en temps, je fais de ça. Donc, à travers ces formations-là aussi, je vais chercher des gens qui sont intéressés à faire un travail de planification financière. Je pense que c'est tout à ton honneur. Puis
on comprend quand même très bien pourquoi tu obtiens énormément de références. Je pense que tu es une femme excessivement compétente, puis tu donnes, en fait, tu aimes, mais tu donnes ton on voit temps. la passion qui sort dans le Non, langage exactement, tu Christian. donnes ton temps, puis les gens, je pense que les gens s'identifient à ça, puis on est très content de te recevoir. Puis je le répète encore une fois, on a hâte à la deuxième partie. Mais avant la deuxième partie, cependant, on demande toujours des questions un petit peu sur les enjeux, les difficultés que tu as vécues dans le début de ta carrière. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ça de ton côté. Au niveau de mes enjeux, apprendre à déléguer. Apprendre à dire non, parce que surtout quand tu commences et tu pars ta pratique, c'est difficile des fois de dire non à ton client. Puis il a fallu que j'apprivoise ce concept-là. Je donne un exemple. Je prenais des cours de spinning sur l'heure du lunch à côté du bureau dans mes débuts. Puis si j'avais un client qui me demandait « Hey, es-tu disponible sur l'heure du lunch? J'aimerais ça te parler de telle affaire, nanana. Je pense à me partir telle entreprise. Qu'est-ce que tu en penses? À quoi je devrais penser? » Tout ça. Bien, au début, ce que je faisais, c'est que j'annulais mon cours de spinning puis je rencontrais mon client. Avec le temps, je me suis rendu compte que c'est surprenant à quel point les gens, ça ne les dérange pas tant de se faire dire non. Donc, en ce sens que ce que je disais, bien, malheureusement, à midi, je ne suis pas disponible. Par contre, je peux vous proposer une plage horaire soit à 11h ou à 13h. Puis là, les gens, ils disaient, 13h, pas de problème. OK, on se voit à ton bureau. Parfait. Puis encore une fois, c'est juste une question de communication. Mais ça, il a fallu que je l'apprivoise. Mais apprendre à dire non, c'est difficile, je pense, en entreprise. On a toujours peur de perdre des opportunités qui ne sont pas nécessairement une perte, mais on ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu, comme tu dis là. Je pense que ton cours de spinning était probablement bénéfique à ta santé mentale dans ta business versus... Et physique aussi. Physique, là, on s'entend, mais... Ouais. Tout à fait. Mais là, je parle d'un cours de spinning, mais c'est la même application avec quand les gens voulaient des rencontres de soir ou de fin de semaine. Donc, à un moment donné, c'est simplement de se mettre des limites puis des balises. Comme moi, le travail à la fin de semaine, je travaille pas la fin de semaine. La fin de semaine, c'est du temps pour la famille, passer du temps avec mon fils, les amis, mon amoureux. Bref, la fin de semaine, c'est non. Je travaille pas mal d'heures la semaine. La fin de semaine, c'est bien mérité. La fin de semaine, c'est vino. Ouais, c'est ça. Non, mais ça me fait penser, tu sais, puis qu'est-ce qu'elle dit? Ça me fait penser, qu'est-ce que ça me dit? Tu sais, souvent, j'en reviens toujours à l'exemple de l'avion. Tu sais, quand tu prends l'avion, on dit « Mets ton masque avant de mettre celui des autres ». Souvent, on veut aider tout le monde, puis on pense pas à nous-mêmes. Tu sais, comme ça me fait penser exactement à ça. Je cancellais mes cours de spinning, mais dans le fond, ce moment-là, c'est un moment de qualité avec toi-même. Tu sais, c'est important aussi, souvent, puis je dis ça, puis je suis le premier, souvent, on se néglige nous-mêmes. Dire mal, t'entraînes pas, j'ai pas le temps, je fais 100 millions d'autres affaires. Puis en tant qu'entrepreneur, je pense que ça rejoint bien du monde où vous hey, si des tu fois, t'occupes pas de toi-même, à un moment donné, tu seras plus capable de t'occuper des autres non plus. T'sais. C'est exactement ça. Fait que, puis là, je lève la main ouvertement. Là, je suis le premier je dis ça, puis ça a l'air bien beau, là, mais dans le fond, pas bien bon là-dedans non plus. Mais courir aujourd'hui, JP. C'est ça. Mais regarde, on va poursuivre avec les prochains. Est-ce que tu avais d'autres enjeux, en fait, que tu as vécu? Même un D'autres échec, échecs, peut-être hein? un échec, ouais, ou quelque chose que tu penses que t'as manqué, je sais pas. J'avais commencé une maîtrise en fiscalité avec l'Université de Sherbrooke que j'ai pas terminée. Puis ça, pour moi, en quelque sorte, c'est un échec parce que ça arrive... Ça a été très, très rare dans ma vie où j'ai commencé quelque chose que je n'ai pas terminé. Donc, j'ai une certaine déception par rapport à ça. Par contre, je pense que les raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne pas poursuivre la maîtrise en fiscalité, c'était pour des raisons aussi très légitimes. Je pense que, d'une part, je le faisais parce que j'ai toujours été très intéressée par la fiscalité. Pas avec la prétention de vouloir être maître fiscaliste un jour, mais c'est sûr que de par mon travail, qui souvent j'ai à interagir avec les comptables, les fiscalistes, ben, d'avoir une coupe de lettres de noblesse de plus à côté de mon nom, ça fait pas de mal. Mais je pense que moi, l'expertise que je voulais aller chercher, c'était surtout relatif à la fiscalité au niveau des polices d'assurance, par exemple. On en parlera tout à l'heure, si on a l'occasion. On a l'occasion, certainement. Tout le monde sont là au bout de leur chaise en train d'attendre la deuxième partie. Ils vont en parler des sujets spéciaux. Non, attendez. Puis, ça, dans les faits, c'est pas au niveau de la maîtrise qu'on y touche. Donc, en fait, c'est sur le terrain que j'ai pu apprendre
de différents cas et tout ça, puis que j'ai développé une certaine expertise. Donc, tout ça pour dire que finalement, j'ai décidé de ne pas continuer, mais ça demeure quand même une petite déception. En fait, on est un peu content de savoir que Christiane est humaine. Parce que depuis tantôt, c'est comme... C'est pas un robot, elle? Mettons, elle parle comme... Ah, non, je pense qu'elle était programmée. On va passer, mais... C'est on trop va... beau. Oui, vas-y, fais ça. Non, je sais pas, je disais ici, tu reviens un peu à ton délégué tantôt, puis on en a parlé, mais vouloir s'occuper, prendre soin de tout le monde, is it good enough? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, je pense aussi que je suis une personne qui est très intense, qui est une perfectionniste, puis à un moment donné, je pense que c'est important pour garder un esprit sain d'apprivoiser le concept de « it's good enough ». Ça veut dire que des fois, ben, c'est peut-être pas parfait, mais ça fait la job. Puis je pense que ça permet de se soulager d'un certain stress, d'une certaine pression. Puis ça aussi, c'est un concept que j'ai dû et que je continue à apprivoiser. Exact. Donc ça, c'est un enjeu ou un défi que j'ai toujours. JP, je vais t'amener à la prochaine question. Parce que avec tes invités, tu commences toujours par le négatif ou les enjeux ou j'aime ça finir avec les le projets. dessert, ouais. Puis là, c'est écrit après réussite. Ah ouais, ta question. Ah oui, tout à fait. Puis, on en a parlé un petit peu des succès de Christiane dans sa carrière, mais j'ai goût que tu me parles, toi, de ta perception de tes grandes forces ou tes grands succès dans ta carrière. Mes grandes forces, je dirais que je suis une personne qui est très organisée. Mon associé dit de moi que je suis une nazie de l'organisation. Ça fait en sorte que cette structure-là, étant travailleur autonome, parce que un des avantages d'être travailleur autonome, mais c'est un désavantage en même temps, c'est la grande liberté qu'on a. Si on n'est pas structuré, c'est difficile de faire avancer les dossiers puis de progresser. Donc, je dirais que moi, ma grande force, c'est mon sens de l'organisation. Je pense mon côté humain aussi. Parce que oui, je suis bonne dans les chiffres, puis je viens d'une famille d'actuaires. Ma mère est retournée à l'école pour ensuite aller en informatique. Mon frère est comptable. Je viens d'une famille de chiffres. Je suis celle qui est, entre guillemets, poche dans les chiffres dans la famille. Une chance. Peut-être J'aimerais parce ça être que... pas jamais. Ouais, c'est ça, une chance. Wow. Moi, j'aime le monde. Et puis, je pense que je suis pas mal bonne pour aider et accompagner les gens à marier leurs objectifs financiers qui sont encadrés par des fois des règles comptables ou on parle d'optimisation fiscale. Mais les objectifs, puis les rêves des gens, c'est personnel et c'est unique à chaque personne, à chaque entrepreneur qui a sa business. Puis moi, c'est de marier les deux puis d'offrir une optimisation où je suis bonne. Dans les réponses, tu m'as marqué mon divorce. Je trouvais ça vraiment quand même cocasse. J'ai été abasourdi, moi aussi. J'ai dit, Mais j'écoute, tu me parles de ça, puis en fait, c'est un sujet quand même intéressant. Mais intéressant aussi pour les entrepreneurs. Bien, mon divorce, ça a été une réussite, en ce sens que j'étais dans une relation et dans une vie où j'étais pas nécessairement malheureuse, mais j'étais pas heureuse non plus. J'étais comme dans une zone de confort. C'est sûr qu'il y avait des zones d'insatisfaction. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais pas heureuse et qu'il fallait que je fasse des changements. Donc, je défasse certains éléments de ma vie pour la reconstruire à mon image puis en fonction de ce qui me rend vraiment heureuse. C'est une réussite parce que pour moi, je suis fière de moi, d'avoir été assez forte, d'écouter ma petite voix intérieure puis de faire le saut. Puis, je me permets de faire le parallèle avec l'entrepreneuriat, puis l'analogie que j'utilise, c'est le jeu de Monopoly. Quand tu joues au Monopoly, imaginez là, le board. Il y a toujours la case parking, où quand tu piles sur la case parking, tu ramasses le pot qu'il y a dans le centre. Puis ça, c'est bien le fun parce que tu ramasses de l'argent et tout ça, mais à juste être sur la case parking, c'est pas comme ça que tu gagnes le jeu de Monopoly, c'est en achetant des propriétés, right? Tout le monde sait en plus que c'est les oranges puis les mauves là, qui le couloir, que j'ose appeler le couloir de la mort. Là. C'est
ça. On va voir les pros du Monopoly à l'écoute. Mais, Ce jeu-là est interdit chez nous, il y a trop de chicanes. Fait que je vais m'abstenir ici. mais ce qui est à retenir de ça, c'est que c'est des fois en prenant des décisions ou en prenant des risques qu'on gagne au Monopoly. C'est en achetant, peut-être en faisant des trades de propriété qu'on gagne au Monopoly. Puis c'est de même dans la vie, c'est de même en entrepreneuriat aussi. Si tu fais juste rester dans ton poste, peut-être super sécure comme employé, salarié, mais peut-être malheureux juste par crainte de faire le saut en entrepreneuriat, ben, puis je dis pas que c'est pour tout le monde, là, mais faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur, puis c'est en se mouillant que tu vas gagner à la game de la vie. On est parti du divorce, hein? Non, mais des fois, je suis sans mots. C'est ça. Des fois, je suis spectateur puis je suis comme, bon, il faut que je continue ce show-là. Puis là, je suis comme, mon Dieu, je sais pas où je suis. Mais je pense que l'analogie est juste parfaite. Tu sais. Ouais. Parce que je l'ai dit aussi dans mon podcast, il y a deux types de personnes. Tu as des employés et tu as des entrepreneurs. Il n'y a pas vraiment de milieu. Puis c'est soit tu es un, soit tu es l'autre. Soit des fois, tu es en changement. Puis c'est un peu ça le podcast. Parce que moi, on en a parlé. Là, puis ceux qui n'ont pas écouté mon podcast, ils iront l'écouter. Mais j'étais dans ce siège-là d'employé où j'avais un très bon emploi pour la majorité des gens. Puis j'étais excessivement malheureux. Ça, quand Christiane parle de... Mais l'analogie avec le Monopoly, en plus, où tu sais, dans la vie, tu peux pas espérer juste toujours tomber sur la chance puis gagner à la loterie puis être financièrement indépendant. Non, il faut que tu travailles, il faut que tu te mouilles, il faut que tu risques. Il faut que tu sautes, il faut que tu fasses le saut. Le saut dans le vide qu'on parle depuis plusieurs semaines, je pense. Hein, c'est pas, Ben oui, il y a Jen puis Louis de Luximage qui disait qu'il faut que tu sois prêt à sauter dans le vide, que tu fasses le saut. Ben c'est ça. Ah, certainement. Dans tes derniers succès ou forces, ben, en fait, c'est un succès. Tu m'as marqué, elle était financièrement autonome jeune. Oui. Parle-moi de ça. Ben, je suis très fière d'être de jeune, avoir été financièrement autonome. J'ai commencé à travailler jeune et je travaillais beaucoup. Puis ouais, j'en suis bien fière de ça. C'est quoi Parce que je jeune l'ai pour fait toi? toute seule. Ben, bon. Il y a des gens qui écoutent, je veux dire, on peut être jeune à tout âge, là, mais... Pour te donner une idée, François, là, moi, quand j'étais en secondaire 5, là, donc, ouais, c'est ça. 5e année du secondaire, j'avais 16, 17 ans. Elle avait 12 genre. ans parce que c'était une surdouée, là. Non. Mais je travaillais à la piscine. J'étais sauveteur. J'étais monitrice d'aquaforme. Je donnais des cours de natation. Je donnais des cours de sauvetage. Puis, éventuellement, je suis devenue responsable aquatique. En même temps que j'allais à l'école à temps plein, je travaillais à temps plein et demi. Puis là, éventuellement, c'est rajouté ma business. Donc, oui, c'est pas venu tout seul, ça. Je l'ai fait par moi-même parce que j'ai travaillé fort, parce que j'étais passionnée, parce que j'avais le guts de me lancer puis de pas toujours écouter ce que les gens me disaient, de « Voyons donc, toi, tu vas aller à Hawaï puis tu vas partir à une école de sauvetage là-bas. Ça n'a pas d'allure, ton affaire. » Puis je me suis risquée, puis je l'ai faite, puis des fois, ça me faisait chier quand je me faisais dire « t'es donc bien chanceuse, toi, tu vas à Hawaï chaque année. » Ouais, mais c'est parce que ce que vous savez pas, là, c'est que moi, je travaille à peu près 300 heures dans l'année pour bâtir. Des autres Exactement. Ça, c'est la théorie du iceberg. Tu vois toujours ce qui dépasse, mais tu vois pas tout ce qu'il y a en dessous. Tu Exactement. vois le 1/8 qui sort en dessous de l'eau, mais le dessous de l'eau et le travail, les embûches, les ci, les ça. Juste ça. pour les gens qui écoutent, parce que je sais que tu aimes ça le dire, combien de fois tu es allé à Hawaï pour des voyages de sauvetage? Des voyages de sauvetage ou au total? Ben, au total, parce que je sais que tu as un amour profond pour le... Arrêt sensible s'abstenir ici, là. Je suis allée 15 fois à Hawaï. Ouch. Ouais, Quand même. À Hawaï, Moi, je suis allé 3 fois à Old Archer, là, mais... Non, mais tu sais, puis je pense que, tu sais, le but, c'est pas de dire, tu sais, ça a travaillé, puis il y a beaucoup de travail, énormément de préparation, puis... on voit souvent Hawaï être encore à Hawaï, mais c'est ça, là, il y a 300, 400, 500 heures. dans laquelle c'est elle y ça. allait, c'était fou. La première année là, où j'ai organisé mon cours d'essai à Hawaï, là, je pense, j'ai calculé le ratio là, de combien ce qui m'était resté dans mes poches, puis en considérant mon voyage payé, là, puis je pense que j'étais payé 3 piastres de l'heure. Je gagnais plus à surveiller des piscines que... T'es donc bien chanceuse dans Hawaï. C'est ça, ouais, ça, j'aimais pas ça quand on me disait ça, je me fâchais. J'étais moins nuancée dans ce temps-là. Christiane, tantôt, je lisais tous tes prix de la recrue de l'année, de la relève, tout le kit. Tu as passé à travers la relève, tu es rendu quand même établi. La relève qui suit après, là, tu lui dis quoi à eux autres? Allez vous former, allez chercher de la formation.
investissez dans vous. Ça demande une certaine discipline, c'est sûr. Ça demande d'être organisé. Puis, de ne pas avoir peur. Puis, à un certain niveau, quand on est entrepreneur, je pense que c'est important d'avoir un certain niveau d'inconscience. Puis, de ne pas juste... c'est quoi l'expression qui a été dite dans Paralyze? Analyze, paralyze. Analyze, paralyze, c'est ça. Quand Analyse, tu penses paralyse, trop, ouais. quand tu penses trop, des fois, tu figes puis ça t'empêche d'agir. Puis à un moment donné, il faut juste que tu te lances puis tu traverseras le pont à l'embûche qui se présentera devant toi puis tu apprendras à travers le processus puis that's it, là. Ah, tout à fait. Puis tu sais, je le dis souvent, l'analyse paralyse. Des fois, même moi, j'étais un peu insouciant, inconscient. J'ai même dit que j'étais un peu stupide des fois où j'embarque dans des projets, puis je me dis, ça va, on verra comment on sera rendu. Tu sais, un peu tous mes trucs. Puis c'est ça. En fait, je pense que c'est important des fois de juste se lancer, puis d'avancer, puis aller de l'avant, puis pas écouter toujours ce que les autres disent aussi. Tu sais. Exactement. C'est un beau Des mot. fois, Je c'est trouve qu'elle l'a bien dit. Les gens ils disaient dans les autres podcasts sauter dans le vide, pas avoir peur de plonger. J'aime le mot inconscience qui vient un peu retoucher à ça, mais qui. C'est un état d'esprit, tu sais, c'est un autre. Puis inconscience, c'est pas incompétence. C'est juste mettre la lumière. Là. Fait que, des fois, c'est juste de dire être un peu innocent positivement, dire ben gars, on gérera ça, mais qu'on soit rendu là. Exact. Déjà la pause. Puis Christiane, merci pour la première partie. Là, au retour de la pause, là, on est là. Merci. Je pense qu'on met la barre haute à Christiane. Hein? Je pense qu'on lui met de la pression pour le retour. Là. Ah, exactement. J'ai chaud, là! Hey, chaud. Bon, nous, on va se prendre un petit cocktail en plus, parce que c'est une émission spéciale en plus. On tourne pas ça à la même place que d'habitude. Non? Cocktail bleu royal. Exactement. Puis, n'oubliez pas, à tous les gens qui nous écoutent, les épisodes sont disponibles sur le site web Le 13e étage, donc le 13 en chiffre, étage.com, donc 13e étage. Et sur les plateformes d'écoute comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On se revoit après la pause. Prends le gorgé là-dessus, mon JP. Yes, sir. Merci à tous nos commanditaires qui permettent de rendre possible ce podcast. Nos commanditaires officiels, Luxe Images Solutions, agence visuelle immobilière qui font de la photo, vidéo, drone, visite virtuelle, rendu 3D et bien plus. La Taverne Mainway, lieu de tournage officiel. Institution mythique, voire même emblématique à Montréal sur le boulevard Saint-Laurent depuis 1927. Nos commanditaires or, PMML, Imo Finance 911, DL Performance, François Lamarche, courtier hypothécaire résidentiel multiprêt, Magex Technologies, gestion immobilière Faleschini Mercier, Charlton Hubs avec les marques Veuflico, Diplomatico, Glenmorangie, Artbeg et Buffalo Trace, les jeans québécois Bleu Royal et Jardin Verdé, les microbrasseries québécoises Trou du Diable et Brasseurs de Montréal, le thé à boire Mana, Immobilier Jalbert, et finalement nos commanditaires argent, Wi-Fi Estrie, Prestiplex et Ziplex. Merci à tous. De retour de la pause. J'aime tellement ça de dire ça quand je reviens. Bon, hey, on est finalement rendu à la célèbre deuxième partie de ce podcast avec Christiane. Pas le fameux vif du sujet. Le vif du sujet. J'ai comme l'impression qu'on va parler un petit peu moins dans cette deuxième partie-là, JP. Ben, en fait, on va aborder différents sujets. Puis, j'ai le goût de faire un... En fait, j'ai pas le goût, je vais faire un warning aux gens qui nous écoutent parce que, tu sais, je le dis souvent, les gens trouvent ça drôle, ça dépend. Mais là, c'est vraiment, ça dépend. Parce que l'assurance de personne, c'est basé sur la personne. Exact. Donc, il y a différentes conditions qui vont faire que les critères peuvent changer. Donc, la santé, l'assurabilité, l'âge, le délai de temps qu'on prend l'assurance. Donc, on va parler d'assurance vie, on va parler d'assurance maladie grave, on va parler des différents types d'assurance de personnes, du vivant. Donc, dans ton domaine, Fait que notre François, warning, là, ça s'applique, mais ça ne s'applique pas à tout le monde nécessairement. Posez les questions à votre professionnel. Exactement. Que ce soit Christiane, que ce soit d'autres professionnels dans l'assurance, dans la planification financière. On va donner des scénarios que Christiane a bâtis un petit peu d'avance avec des cas réels, là, des cas de clients qu'elle a eu dans les dernières semaines, les derniers mois. Puis en fait, on veut juste que les gens prennent ça en considération. On doit dire,
bon, mais gars, c'est une personne de tant d'âge, telle santé. C'est relatif à chacun. À chacun, exact. Exactement. Donc, chaque situation est différente. Donc, ceci étant dit... You are warned, people. Exactement. Non, mais c'est important de le dire pour que les gens comprennent. Parce qu'on dit, hey, Christiane a dit ça, mais c'est pas... Non, mais c'est notre disclaimer parce que Christiane, elle va dire des sujets qui sont quand même assez précis, puis on peut pas la tenir Non, exactement. responsable de ce qu'il va Puis, dire. qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'il va y avoir des grosses pépites d'or dans cette section-là. Puis, honnêtement, on est à quelques épisodes de tournée déjà. Puis, ça va être vraiment, vraiment excellent. Je On va pense faire que... un wow comme quand on écoutait Olivier, là, quand on a tout fait comme jaw drop. Ah, c'est vrai qu'on a commencé François, fort je quand suis même. tellement contente que tu parles d'Olivier, là, parce que je pense que je dois avoir la carte chouchou de son fan club. Là. En tout cas, c'est moi qui administre sa page Facebook, là, son fan club. Je le dis de même au cas où. Puis c'est drôle, À hein? cause de ses beaux yeux ou à cause de son cerveau? Ce qu'il a dit était tellement pertinent. Et puis, je vais me retrouver à faire du pouce sur bien des éléments qu'il a dit. Fantastique, ça. Puis je pense que la vitrine du podcast est excellent comme éveil parce que l'assurance, là, c'est pas sexy parler d'assurance. Je suis d'accord de ça. Je suis d'accord avec ça. Moi, je trouve ça sexy pas mal. Ça dépend du ton que tu utilises. On pourrait sortir la voix de Barry White. Peut-être. Puis pour différentes raisons, peut-être parce que les gens ont une vision généralement positive de « Ah, je serai jamais malade. Ah, je me pèterai jamais la gueule. Ah, moi, je suis jeune. Je mourrai pas avant. Je vais vivre jusqu'à 102 ans et tout ça. » Les gens repoussent et adressent pas nécessairement Puis, les questions d'assurance. Christiane, c'est un point incroyable que tu amènes là. Puis on va le mettre en lumière parce que je vais avoir un invité qui s'appelle Sébastien Fortier. Sébastien, que j'ai parlé dernièrement, qui est maintenant handicapé. Il n'a plus l'usage de ses jambes. C'est un gars qui travaillait sur la construction à 17 ans. Il a eu un accident de travail. Puis c'est exactement les paroles qu'il m'a dites. À 17 ans, il n'arrivera jamais à rien. Puis c'est un on va l'avoir. C'est un gars qui est allé aux Jeux olympiques, paralympiques, tout ça. Puis c'est exactement les phrases qu'il m'a dit à 17 ans. Pas d'assurance invalidité, ça n'a pas besoin de ça. Mais je pense que des cas comme ça, des situations comme ça se veut un bel éveil pour au moins allumer les gens à dire « OK, je vais au moins poser des questions, puis m'entourer de... Je vais demander la question à mon planificateur financier ou mon fiscaliste, voir qu'est-ce qu'il en pense. » Je pense que le but, c'est pas de rendre les gens des experts en 25 minutes de l'assurance, mais c'est au moins de sensibiliser les gens à ce qui existe, à quoi ça sert, puis comment... Des fois, l'assurance peut s'enregistrer comme un actif à part entière dans une planification financière et fiscale. Tout à fait. Puis je pense que le but, c'est exactement ça, le podcast. On ne veut pas nécessairement faire des formations de 4 heures, de 5 heures, 10 heures sur les sujets. C'est de lever des flags puis de dire écoute, moi, j'ai écouté Christiane, je la trouve sharp, je vais l'appeler. Puis que ce soit Olivier, que ce soit différents intervenants où on va parler de marché dispensé dans les prochains épisodes, des sujets qu'on n'aborde pas nécessairement. On veut lever des flags aux gens pour qu'ils fassent les choses de la bonne manière. Puis quand on parle des vraies affaires, c'est exactement ça. Peut-être avant que tu parles, mettons, d'actifs, justement, ça m'a allumé sur actifs dans ta planification financière, l'assurance. Tu peux te faire un survol rapide de c'est quoi l'assurance, c'est quoi les produits à faire vite, qu'est-ce que ça consiste, une assurance? Bien, souvent, ça constitue la fondation d'une planification financière parce que ça va adresser tous les événements qu'on ne contrôle pas. Il y a certaines choses qui sont certaines dans la vie. On paye toutes des impôts, puis on a toute une date d'expiration. Mais on ne sait pas quand. C'est une joke de comptable, ça. Je l'aime pas, mon yoga, quand il est plus là. Mais non, mais t'as 100% raison. S'il y a deux choses qui sont certaines, c'est qu'on va mourir et on va payer de l'impôt. Il n'y a personne qui se lève un matin puis qui se dit « Moi, j'ai l'intention de me blesser » ou « Je vais avoir un diagnostic de cancer ». Il n'y a personne qui le prévoit. C'est toutes des protections qui sont mises en place pour vraiment constituer la fondation de notre planification financière, pour s'assurer que s'il y a un de ces événements-là incontrôlables qui se passe, bien que ça ne vient pas compromettre tout le reste de la structure. Tu parlais de je m'excuse son nom, Jean-Sébastien. Sébastien Fortier. Sébastien Fortier. Tu parlais de cet exemple-là. Bon, l'assurance invalidité, c'est un des types de couverture qu'on retrouve. Le but de l'assurance invalidité, c'est de remplacer le revenu si on se blesse ou on tombe malade. En tant qu'entrepreneur, il y a comme un double enjeu parce que quand un entrepreneur se blesse, il y a non seulement
sa situation financière qui peut se retrouver, sa situation financière personnelle qui peut se retrouver fragilisée, mais il y a aussi les activités de l'entreprise qui peuvent être compromises si mon actionnaire clé ou mon entrepreneur principal, il ne peut pas travailler puis gérer sa business puis continuer à faire les activités qu'il fait. Donc, c'est hyper important d'avoir les bonnes protections en place pour s'assurer de protéger son standard de vie, mais aussi s'assurer que la business puisse continuer à rouler malgré une absence en cas de blessure ou de maladie. Puis, on oublie souvent, là, comme tu disais, là, on assure la maison, le chalet, le bateau, le ci, le ça, mais notre actif le plus important, là, c'est nous autres. Le moi Inc. Exact. Je peux te faire un aparté là-dessus. Tantôt, dans la première partie, tu as touché un sujet dans ton titre, dans tes applications, puis tu disais, tu sais, on parle d'assurer la personne, mais tantôt, tu me parlais en entreprise de faire de l'assurance collective pour les entreprises. Donc, on peut-tu protéger aussi les gens qui sont dans l'entreprise? Je veux dire, oui, la Absolument. La personne clé dans l'entreprise, on la protège, mais qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Oui, donc effectivement, ça m'arrive d'avoir des clients entrepreneurs qui disent « Hey, Cré, j'aimerais bien ça, moi, mettre en place un régime d'assurance collective pour mes employés parce que, je me préoccupe de la santé puis du bien-être de mes employés. Je veux leur offrir un petit quelque chose. Je vois ça comme un avantage concurrentiel aussi dans l'industrie parce que les gens me le demandent. Ils veulent savoir, au-delà du salaire, qu'est-ce que j'ai comme bénéfice puis avantage à leur offrir. Donc, tu as tout à fait raison, François. C'est une possibilité. Puis, si je ne me trompe pas, Jean-Philippe, tu as Luc Hamelin qui va être invité. Luc et Karine, Luc est qui va parler dans les régimes collectifs. Absolument, absolument. Puis, je crois qu'il va justement toucher à l'assurance collective. Donc, je ne veux pas non plus trop voler de son sujet. On a tellement de sujets. Désolé, ça m'allume trop. Excusez, Luc, pour mon intervention trop rapide. Mais François, je suis tellement contente que tu amènes ça parce que justement, ça permet d'établir que le sujet ou le volet de l'assurance est très vaste. Ça peut toucher plusieurs choses. On a parlé de l'assurance invalidité qui remplace le salaire. Mais il y a aussi l'assurance maladie grave qui existe, qui, contrairement à l'assurance invalidité, qui, elle, est une prestation mensuelle qui est versée, l'assurance maladie grave, c'est une prime forfaitaire qui est versée en une fois, advenant le diagnostic d'une maladie grave. Bon, les maladies, les plus populaires, entre guillemets, là, c'est cancer, crise cardiaque, AVC puis pontage coronarien. Les 4 plus populaires, à peu près 83% des réclamations, c'est ceux-là. C'est souvent complémentaire à l'assurance invalidité parce que autant l'assurance invalidité va remplacer le revenu, ça ne prévoit pas pour toutes les dépenses supplémentaires qui découlent d'un diagnostic de maladie grave. Si vous n'avez pas envie d'être traité dans le système public, qu'il y a une clinique en Californie, il faut croire que j'aime la Californie, hein. S'il y a une clinique en Californie qui a une certaine expertise pour la condition ou la maladie que vous avez, ben si vous avez un montant d'argent puis vous avez la capacité financière d'aller chercher ces traitements-là puis d'avoir les traitements tout de suite, ben peut-être que vous allez faire le choix d'y aller, tu sais. Je pense que je vais le voir même plus loin. Ta maladie grave va pas venir aussi donner la chance, peut-être que si tu as, exemple, un enfant qui est malade ou un conjoint qui est malade, mais de pouvoir prendre du temps de retrait de ton emploi du temps pour pouvoir vivre quand même pendant cette période-là? Absolument, absolument. Donc, des fois, justement, l'assurance invalidité est peut-être suffisante pour couvrir les besoins financiers. Sauf que si j'ai une cliente qui a un diagnostic de cancer du sein et qui aimerait que son conjoint l'accompagne à travers chirurgie, chimio et autres traitements, le conjoint, exactement, lui, il n'est pas malade, il n'est pas en invalidité. Oui, il va avoir un certain nombre de journées qu'il va pouvoir prendre pour l'accompagner, mais il y a une limite à tout ça. Au moins, d'avoir ce coussin-là financier fait en sorte que la personne peut vraiment se concentrer sur son rétablissement. Puis il y a une question de dignité aussi à travers tout ça, là. Donc, elle peut vraiment se concentrer sur son rétablissement comme elle le souhaite vraiment. Puis, si je peux me permettre de faire le pouce avec l'entrepreneuriat, encore une fois, s'il y a un actionnaire clé,
qui souffre d'une maladie grave, ben ça peut avoir un impact sur les activités de l'entreprise s'il doit s'absenter pour une certaine période de temps. Puis il y a des concepts intéressants aussi où il peut avoir une copropriété d'un contrat d'assurance maladie grave. C'est un concept, dans le fond, où c'est l'entreprise qui est propriétaire du contrat, payeur pour la couverture d'assurance et qui est aussi bénéficiaire si jamais un de ses actionnaires clés reçoit un diagnostic de maladie grave. Donc, ça peut lui permettre de pallier à l'absence d'un actionnaire, engager quelqu'un pour prendre sa place, pallier aux pertes de certains mandats, etc. Bref, ça mais c'est fort, ça. On parle de maladie grave. Là. On ne parle pas juste de décès, parce qu'on voit ça souvent comme concept dans un cas de décès, mais là, on protège du vivant. Là. Exactement. Puis, ce qui est particulier aussi de l'assurance maladie grave, c'est qu'il peut avoir des avenants de remboursement de primes où, si la personne est malade, la prestation de maladie grave est payée, mais si l'assurée est malchanceuse, elle décède, ou qu'après 15 ans ou rendu à 65 ans, elle n'a pas été malade, ben on peut résilier le contrat puis récupérer 100% de la prime. Il n'y a pas énormément de contrats d'assurance qui permettent un remboursement complet de la prime d'assurance. Et dans le concept de l'assurance maladie grave en copropriété, c'est qu'on vient unir les préoccupations et enjeux de la compagnie et de l'actionnaire à la fois. C'est-à-dire que la compagnie, eux, ils ont comme priorité de pouvoir continuer à travailler et opérer si jamais il y a un de leurs actionnaires clés qui a un diagnostic de maladie grave. Puis évidemment, ben, l'actionnaire ou l'entrepreneur, lui, souvent, son gros enjeu, c'est de réduire au maximum sa facture fiscale. Donc, dans le cadre d'une copropriété d'assurance maladie grave, la compagnie paye pour la prime d'assurance. L'entrepreneur, lui, va payer pour l'avenant, donc l'option de pouvoir avoir le remboursement de prime. Puis, à la résiliation, ben, l'entrepreneur, il récupère 100% de la prime, incluant ce qui a été versé par la compagnie, libre d'impôt. Évidemment, il y a une façon... Excuse-moi. Si l'entrepreneur pèse rewind, play, OK, attends une minute, là. Wow, OK, on continue. Hein? Oui, la plupart des plateformes ont un petit bouton comme 15 secondes derrière. Je pense que ça va... Est-ce qu'on peut résumer ça? Donc, si je comprends bien, parce que moi, je ne suis pas zéro en assurance, moi, je suis... Vas-y, mon co-animateur, faut poser la question. Là, moi, je suis juste un animateur. Mais si je comprends bien, la police va être détenue par l'actionnaire et... non, la police... Par l'entreprise puis l'actionnaire, dans le fond, que la personne qui est actionnaire. Exact, c'est une copropriété. Donc, l'entreprise paye la prime pour la couverture d'assurance et c'est la compagnie qui reçoit la prestation d'assurance maladie grave pour pallier à toutes les conséquences d'un diagnostic de maladie grave de son actionnaire clé. L'actionnaire, lui, ou l'entrepreneur, ce qu'il paye, c'est les avenants de remboursement de primes. Puis, à la résiliation, s'il n'y a pas eu prestation de maladie grave, ben il empoche le remboursement de primes. Donc, on vient ici unir et réconcilier sur un contrat les enjeux et les priorités des deux parties. Est-ce que ça, Christiane, ça s'applique dans tous les types d'entreprises? Par exemple, j'ai une entreprise incorporée opérante ou j'ai une entreprise d'investisseurs immobiliers en partenariat. Est-ce que ça s'applique partout? Oui, on peut le faire à différentes sauces, absolument. C'est sûr qu'il doit toujours avoir un besoin d'assurance, là, parce que, bon, là, on présume qu'il y a un besoin d'assurance, là, mais faut être bien avisé que le but de l'assurance, là, c'est pas une loterie. Là, on veut pas être surassuré, mais on veut pas être sous-assuré non plus. Et contrairement à la pensée populaire qu'on voit souvent au Québec, il y a beaucoup de monde qui disent « Ah, on est surassuré, nous autres, au Québec. » C'est pas vrai. Les gens, souvent, sous-estiment l'ampleur que leur patrimoine prend avec le temps. Olivier le mentionnait à son podcast au 2e épisode. C'est important de mettre en place les bonnes stratégies, les bonnes solutions, les bonnes protections en conséquence de ça. D'avance. Exact, d'avance, parce que comme le fiscaliste, des fois, il y en a qui pensent qu'ils viennent voir leur planificateur, puis un coup de baguette magique, puis ils pensent qu'on va tout régler les problèmes. Là. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Là. Donc, le mythe de surassurer ou de mal assurer, c'est plus
vraiment de consulter puis de voir qu'on est généralement sous-assuré. Là. Exact. Donc, c'est important d'être juste bien accompagné puis de s'assurer que ce qui est mis en place correspond bien aux besoins. Donc, il doit avoir un besoin, que c'est bien mis en place. Et à mesure que la situation de l'individu évolue aussi, c'est possible que les besoins de couverture soient évolutifs et qu'il y ait des ajustements qui doivent être faits aux couvertures qui sont en place. Puis ça, c'est quand tu es bien accompagné, au même titre que tu es accompagné par ton avocat, ton fiscaliste, ton comptable. C'est important d'être bien conseillé puis bien accompagné. Je trouve ça important aussi de mentionner que le genre de concept dont j'ai parlé, il y a la bonne façon de mettre ça en place, mais j'ai déjà vu des histoires d'horreur là, où l'entrepreneur, il faisait tout payer la prime par sa compagnie, il ne se déclarait pas d'avantages imposables, puis là, le fisc se mettait là-dedans, puis envoyait une petite lettre bien sympathique, puis accusait l'entrepreneur d'appauvrir la société pour son propre bénéfice personnel. C'est important de bien faire les choses, bien se structurer. C'est le genre de structure aussi qui nécessite une convention de copropriété où on détaille la nature de la mise en place de cette couverture-là. Donc, encore une fois, c'est important d'être bien accompagné puis de bien faire les choses. Convention de copropriété dans ce cas-ci, mais convention d'actionnaire aussi. On aura Jean-Seb dans les prochains épisodes qui est avocat fiscaliste qui va détailler le genre de clause, l'importance d'avoir ce genre de contrat-là entre actionnaires dans une entreprise qui est souvent négligé, surtout en immobilier, entre autres, là, où on acquiert des immeubles de grosses valeurs avec le temps, puis aucune protection pour les actionnaires. Donc, aucune idée comment on sort de petit aparté. Pour clore l'assurance maladie grave, Christiane, j'avais vu une statistique, tu me confirmeras si j'avais vu dans les dernières années, le pourcentage de chances d'avoir une maladie grave était rendu, je pense, à 1 personne sur 2. Est-ce que c'est à peu près ça la donnée? Ou je pense un petit peu moins que ça, là, mais pour les gens qui diraient la maladie grave, ça arrive juste aux autres, ça? Écoute, j'ai pas cette statistique-là, honnêtement. Je serais pas surprise que tu sois pas loin de là, par contre. J'ai vu une pub à un moment donné, puis c'était une grande compagnie d'assurance qui avait fait une pub que je trouvais qui parlait beaucoup, où ils avaient un genre de babillard où ils demandaient à des passants dans la rue de marquer des événements marquants de leur vie. En jaune, c'était tous des événements heureux, comme par exemple une naissance, un mariage, tomber en amour, s'acheter une première maison, etc. Puis en bleu, c'était peut-être des difficultés ou des choses qu'ils ont eu à surmonter, comme par exemple une maladie, un décès, une séparation, une faillite, des choses comme ça. Puis sur le babillard, il y avait d'un côté gauche, c'était un mix à peu près égal d'événements positifs et d'événements négatifs. Du côté droit du babillard, où c'était tous les événements futurs, les gens étaient invités à mettre des petits papiers avec comment ils percevaient leur futur. Et de manière importante, il y avait un déséquilibre entre les événements positifs et négatifs. Il y avait exponentiellement plus, puis je pense que c'était un ratio de 75%, c'était des petits onglets jaunes d'événements heureux, de belles choses qui attendaient les gens dans le futur, et très peu de choses négatives ou d'épreuves à rencontrer. Donc, je pense que les gens, de manière naturelle et instinctive, ont une perspective positive et optimiste du futur, même s'ils sont capables, en se basant sur le passé, de reconnaître qu'il y a des probabilités égales qu'il y ait des choses heureuses et malheureuses qui se passent. L'aveuglement volontaire, c'est un peu. En fait, en on quelque vit pas sorte, dans un monde de licorne, c'est ça que tu veux dire. Là. mais moi, je trouvais que cette image-là parlait beaucoup parce Absolument. que même si on n'a pas l'idée ou l'intention certainement, mais même si on ne pense pas que ça va nous arriver, on est capable de rationaliser puis d'intellectualiser que c'est possible que ça arrive, ces choses-là, d'où l'importance d'avoir des bonnes bases. Je suis contente que tu amènes la convention d'actionnaires parce que dans ma pratique, souvent, j'en vois des entrepreneurs qui sont en partenariat, des fois des investisseurs immobiliers qui se mettent en partenariat avec des gens qui n'ont pas d'entente. Ils mettent du cash, ils mettent du gros cash là-dedans, puis ils n'ont pas nécessairement... c'est pas juste une question d'assurance, là, c'est aussi la convention de partenariat. Là. Wow. Let it sink un peu, hein? C'est déjà, on touche de quoi d'exceptionnel, mais
je pense que JP, tu veux stepper up encore plus. Là. Ben, en fait, Christiane, on dirait qu'elle était au courant. Naturel, là, Non, mais c'est ça, clair. tu sais. Là. Mais on parle d'assurance en immobilier. J'ai goût peut-être que tu parles un petit peu d'assurance partenariat, puis de telle façon, l'assurance vie, entre autres, est essentielle et primordiale pour des investisseurs immobiliers. Il y a beaucoup d'investisseurs immobiliers qui nous écoutent, puis probablement la plupart pour en connaître, là, qui écoutent puis qui me commandent. Puis dis-nous l'importance un petit peu de l'assurance partenariat puis de l'assurance vie dans une business d'immobilier où souvent, évidemment, on joue avec des gros chiffres. C'est cher à acheter de l'immobilier. Encore en 2021, ça n'arrête pas d'augmenter. Comment protéger les actionnaires et aussi leurs bénéficiaires ou leur succession? Absolument. Bien, il y a plusieurs volets à ça. D'une part, c'est sûr que souvent, l'investissement immobilier peut être attaché à une dette, que ça soit un financement plus traditionnel. Puis François, c'est toi l'expert là-dedans. Donc, que ça soit un financement plus traditionnel ou un prêt privé, l'assurance vie peut venir protéger. Et des fois, il y a des institutions financières qui vont exiger d'avoir une assurance vie. Puis la rationnelle derrière ça, c'est que si jamais l'entrepreneur, c'est-à-dire l'emprunteur, si jamais il lui arrive quoi que ce soit, ben il y a suffisamment d'assurance pour backer le montant du prêt. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que, puis ça, je suis super contente, Olivier l'a dit dans... Je reviens souvent à Olivier. T'es pas la seule, en fait. Olivier. Je pense que... parce que moi, je vois les fiches des gens qui s'en viennent dans les prochains épisodes, puis tout le monde me cite Olivier. Ça qu'Olivier, on te salue. T'as un podcast fort. Il devrait avoir une carte chouchou. Il devrait avoir une carte chouchou. Bon, je pense qu'on va le réinviter. Olivier, on va l'inviter. On va te faire écouter l'épisode, là, puis je pense qu'il faut revenir. Mais Olivier disait, en immobilier, il y a une disposition qui est présumée à 2 moments. À la vente et au décès. Puis quand il y a une disposition, il y a des obligations et des conséquences fiscales qui découlent de ça. Point. Exact. Donc, l'assurance vie, ce que ça vient faire, c'est que ça peut justement servir à réduire ou jusqu'à effacer les obligations fiscales au moment du décès. Est-ce que ça se planifie d'avance, ces obligations fiscales-là? Est-ce qu'on pourrait avoir une assurance en contrepartie de ça? Oui, absolument. Ça fait partie de la planification. Moi, j'ai le goût de te donner un exemple concret pour des investisseurs immobiliers. Tu sais, ouais. En quoi ça se détaille? Si tu permets, je vais juste finir sur un truc, parce qu'au niveau du partenariat, l'importance de l'assurance vie au partenariat, c'est que si on a 2 partenaires puis qu'il y en a un des 2 qui décède, ben ses parts de l'entreprise va à sa succession légale et non pas l'entrepreneur ou le partner survivant. Sauf que là, la famille, eux autres, sont peut-être pas prêts à continuer à s'impliquer dans le projet ou à faire rouler l'entreprise. Mais ils sont peut-être pas prêts non plus à renoncer à leur héritage. L'entrepreneur survivant, lui, ce qu'il veut, l'enjeu, c'est de continuer à pouvoir opérer puis à rouler sa bosse. Donc, l'assurance vie partenariat, ce qu'elle vient faire, c'est que c'est une prestation de décès qui permet à l'associé ou au partner survivant de racheter la valeur des parts à la succession. Et donc, ça lui permet de continuer son projet et ça ne vient pas compromettre les activités de l'entreprise. Donc, c'est une question de survie de l'entreprise. Ben, je te permets très bien de répondre à ma question. C'est parfait. C'est exactement là que je voulais aller. Puis, en fait, je le sais parce que je parle à beaucoup d'investisseurs immobiliers, puis je me rends compte que c'est souvent une notion qui est délaissée. La convention d'actionnaire, puis à travers la convention d'actionnaire, c'est là qu'on va mentionner la police d'assurance, le numéro de la police, à qui ça va, les bénéficiaires. Puis c'est une notion qui est extrêmement importante. Pour tous les gens qui nous écoutent, là, c'est important de considérer ça quand vous faites des partenariats. Ça fait partie de votre plan d'affaires. Bien, certainement. Écoutez, c'est vraiment... Je me permets un aparté parce que souvent, la question que mes entrepreneurs ils me posent, là, c'est quand le meilleur timing de mettre ça en place? Tu avant ou après la convention d'actionnaires? Moi, je suggère toujours s'il y a des assurances à être mises en place, peu importe le type, s'il y a des assurances à être mises en place, c'est mieux de le faire avant. Comme ça, si jamais il y a quoi que ce soit qui accroche au niveau de la tarification ou au niveau de l'évaluation du risque, puis qu'il y a un des actionnaires qui n'est pas assurable, bien, les actionnaires vont peut-être vouloir prévoir une clause en conséquence dans la convention d'actionnaires qui considère cet enjeu-là au niveau de l'assurabilité. Il y a une gestion de risque pour tous les autres actionnaires en ce moment-là. Là. Exactement. En fait, à la base, il y a toujours la question que si tu remets dans le temps, est-ce que tu vas être assurable?
Parce que c'est la personne toujours qui devient assurée. Ben, Et si tu as eu quelque chose entre-temps, peut-être que tu ne pourras pas le faire. Fait que si tu le fais d'avance, comme tu viens de suggérer, ben, tu vas aussi prévoir dans le futur que si jamais ta convention d'actionnaire vient un petit peu rédigée par rapport à ça, ben, tu vas déjà être assuré ou assurable à ce moment-là. Mais là, tu parles d'assurabilité, puis je suis contente que tu amènes le sujet, François, puis on y reviendra peut-être. Mais ici, je donne l'exemple, là, j'ai 2 associés, 2 partenaires qui achètent un projet immobilier de, je sais pas moi, 40 portes. Puis là, ils me posent la question, là, OK, on embarque dans le projet, on met du cash, on lève des fonds, on va avoir des obligations financières, on veut se protéger. Quand est-ce qu'on lance les applications puis qu'on met en place les structures de protection? Bien, c'est dès le départ. Attendez pas d'avoir lancé le projet, d'être à côté, puis de déjà avoir ces obligations financières-là, puis d'avoir mis votre convention d'actionnaire. Ça va peut-être vous sauver des sous aussi au niveau des frais d'avocat puis des frais de notaire pour la rédaction de la convention. Faites-les avant, faites-les dès le départ. Super. Puis mettons, là, pour les gens qui nous écoutent, disaient ça coûte combien, mettons, de l'assurance? Évidemment, on va redire qu'est-ce qu'on a dit au début, ça dépend. Ça dépend, ouais. Mais mettons qu'on aurait un scénario, mettons un homme de, je sais pas, 35 ans, dans la trentaine, mettons, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, qui est en bonne santé. Ça représente combien une assurance temporaire de X montant pour une personne de 30 ans, 35 ans, mettons? Ben, c'est ça qui est drôle parce que c'est pas si cher. Puis souvent, les gens pensent l'assurance vie, c'est bien trop cher, je peux pas me permettre ça. Mais bon, pour vous situer, là, 1 million de couverture, un homme d'une trentaine d'années, mettons une temporaire 10 ans qui dit « Moi, je veux juste couvrir un prêt privé puis un partenariat le temps qu'une construction se fasse. 1 million de couverture temporaire 10 ans, ça peut peut-être coûter 30, 35$ par mois. » Wow. J'aurais dû faire ça avant. Je vais vous dire, mon expérience personnelle, écoute, tu parles d'une assurance temporaire, 1 million, c'est ce que j'ai pris, moi, pour couvrir mon entreprise. Non de courtage, mais ma deuxième entreprise, pour ceux qui ont écouté les podcasts de présentation, moi, ça me coûte 104$ par mois pour ce million-là. Je l'ai souscrit à 40 ans. Fait que ton délai de temps, là, c'est important là-dedans aussi. Là. C'est sûr que là, puis là, on donne des chiffres. Là, c'est la Chaque tarification, unique, absolument, c'est quelque chose qui est très, très, très technique. Dépendamment du type de couverture, de l'échéance de paiement, du terme, si mon client il est fumeur ou non-fumeur, s'il y a un historique médical quelconque. Des fois, c'est pas nécessairement médical, mais j'ai déjà eu un client qui, il avait une conduite plutôt sportive, qui s'est fait... Beaucoup de billets? Plus que des billets, quelques suspensions de permis et tout ça. Donc, tout ça pour dire que... Ils vont voir jusque-là. Dans le cas de mon client, c'était un enjeu. Là. Okay. Donc, effectivement, ils vont regarder les habitudes de vie. Ils vont regarder consommation de drogue, tout ça. Donc, c'est sûr que... Donc, ça dépend. Ça dépend, exactement. Il y a plein d'éléments qui peuvent influencer l'assurabilité de quelqu'un. Donc, les chiffres que j'ai lancés comme ça, là, c'est risque standard, bien plate. Je vais aller complètement à gauche. Tu as dit consommation de drogue. Oui. Puis ça me lève une question dans ma tête. Depuis la légalisation du pot, comment est-ce qu'ils vont gérer cette consommation-là par rapport à l'assurabilité? En fait, il y a beaucoup d'assureurs qui considèrent que la consommation de marijuana ne fait même pas de toi un fumeur. Donc, tu vas être appliqué standard, non-fumeur. C'est bon que tu poses la question, François. Mais... je sais pas, ça m'intriguait parce que c'est quand même tout récent comme concept. Absolument. Puis, ça fait un moment, ça fait quelques années, je vous dirais que c'est plus... c'est évalué comme ça au niveau de la tarification. C'est peut-être plus au niveau de tout ce qui est cocaïne, LSD... drogue dure. Ouais, c'est ça. C'est sûr que si tu fais de la coke puis de l'acide à tous les matins, l'assureur va peut-être te dire, peut-être que... Il y a des bonnes chances que tu n'es pas un investisseur immobilier non plus, ou peut-être que tu n'étais un très bon qui a finalement changé de style de vie. Mais je pense que pour conclure ce sujet-là, je pense qu'il y a une armée d'actuaires qui font que ça dans les assurances pour justement évaluer le risque puis l'étape de morbidité, l'étape de mortalité. Pour revenir à ce qu'on a dit au début, je pense que chaque situation est unique. On a donné un exemple standard d'un risque standard pour démontrer que quelqu'un qui est en santé, qui prend une assurance jeune, la plupart, on est tous dans la... François, on est tous dans peu plus vieux. On est tous dans la jeune trentaine, quarantaine. Puis en fait, c'est bon de s'assurer très tôt. Puis c'est rare qu'on part en business à 15 ans, mais
peut-être à 25, 30 ans. Tu sais, de 18. dire... Non, mais t'es une exception, mais tu sais, finalement, Ah, mais c'est c'est parce de qu'elle dire- était chanceuse à l'Hawaï. c'est hein. peu... sais. Exactement. Mais je pense que, tu sais, pour conclure ça, c'est que c'est important de... Il n'y a pas d'âge pour prendre l'assurance. Puis Absolument. plus on le prend jeune, moins ça coûte cher. C'est un peu puis- comme votre planification de REER. Je veux dire, Mais- plus que tu le prends jeune, plus qu'elle va être Exactement. payante dans le futur. ouais. Intérêt C'est composé, quelque chose ouais. que les gens prennent pour acquis, leur assurabilité. Puis le principe est suivant, puis merci de l'avoir amené. C'est pas quand ta cuisine est en feu que c'est le temps d'assurer ta maison. C'est la même chose avec ta santé. Fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en immobilier à l'écoute. L'agenda à Christiane est ouvert. Ouais, exactement. puis en fait, j'ai le goût de te poser une question. On parle souvent des primes d'assurance dans la compagnie. C'est déductible, pas déductible. Peux-tu nous clarifier ça, ce point-là, en fait, pour n'importe quel type d'assurance, en fait? Là? Donc, dans la plupart des cas, les primes d'assurance vie ne sont pas déductibles. En revanche, par contre, c'est sûr que si c'est payé à travers la compagnie en dollars corporatifs, c'est sûr que ça fait moins mal et ça constitue un avantage par rapport à l'utilisation de fonds personnels pour payer la prime après impôt. Donc, c'est sûr qu'il y a ça de gagner. Par contre, il est permis de déduire le coût de la prime si une institution prêteuse oblige son emprunteur à prendre une assurance vie pour couvrir le prêt. C'est seulement dans ce cas-là que la prime peut être déductible. Puis, plus précisément, là, ce qui est déductible annuellement, c'est le moindre de la prime ou ce qu'on appelle le coût net d'assurance pure. Je peux peut-être donner un petit exemple, là, parce Ah oui, vas-y que donc. des fois, j'en Parce que j'en pour vois bien des- du monde comme moi, on se regarde et on fait comme, hein? De Beaucoup de mots, là, beaucoup de mots. C'est Ouais, ça. vas-y. Donc, le montant qui est admissible à la déduction, c'est le pourcentage du solde du prêt par rapport au capital nominal d'assurance. Fait que, mettons, je donne un exemple. Tu as une couverture d'assurance d'1 million pour couvrir un emprunt d'1 million à la banque. Sauf qu'à la deuxième année, ben, peut-être que ton prêt d'1 million, il n'est plus à 1 million, il est peut-être rendu à 900 000. Mhm. OK? Mais, donc, il est rendu à 90 %. On est d'accord? Oui. Ta Pour prendre un prime, exemple facile pour les gens. c'est ça. Ouais. Donc, mettons que ton coût d'assurance, c'est 700 $. Bien, dans le cas présent, ça ne sera pas 700 $ qui va être déductible d'impôt. Ça va être 90 % de 700 $, donc 630 $ qui va pouvoir être déductible d'impôt. D'où l'importance de travailler avec des bons professionnels. Voilà. Encore une fois. Exact. Absolument. Maintenant, dernier sujet. Attends, c'est-tu le sujet, là, comme... Le... C'est-tu comme le sujet du mot qu'elle a dit dans la première partie qui s'appelait actif? Exactement ça. Oh. On va parler de structure corporative, de structure optimale de contrat, puis de police d'assurance détenue comme un actif dans une entreprise. Puis en plus, elle nous a préparé un exemple pour vraiment saisir le concept. Fait que Christiane, parle-nous donc de ça, cette grosse pépite d'or-là. Là. Parce que là, écoutez bien, là, il y a bien des gens qui vont faire comme « Hey, je savais pas que ça existait. Encore là, oubliez pas tout le monde, ça dépend. » Encore une fois, il faut être assurable. Ça fait il faut... partie d'une planification financière complète, mais ça dépend. En effet. Mais je suis contente que tu dises que ça dépend parce qu'effectivement, ça dépend. Puis c'est pas dans toutes les circonstances que ce genre de concept-là fonctionne. Ça prend des conditions précises pour que le coefficient d'efficience de cette stratégie-là fonctionne. Encore là, il faut qu'il y ait un besoin dès le départ. Un besoin Puis, d'assurance. Un besoin d'assurance, exact. Mais ce que je trouve intéressant de vous présenter un cas, c'est simplement et purement pour démontrer qu'il y a des concepts assez cool qui peuvent être utilisés à partir d'une assurance, comme une assurance vie, et où on peut l'utiliser comme levier pour aller créer de la valeur du vivant de l'actionnaire, et où la police d'assurance vie devient en quelque sorte une classe d'actifs parmi les restants du portefeuille. Donc, on s'entend, ça fait partie de l'ensemble de l'œuvre. Et pour reprendre quelque chose qui a été dit par Olivier à l'épisode 2, que j'aime, je te salue, c'est le genre de stratégie qui fait du sens quand on a du temps devant nous. C'est pas le genre d'idée ou de solution qu'on peut mettre en place et puis du jour au lendemain, ça fonctionne. On a besoin de temps pour que ça fonctionne. Mais je vous donne un exemple d'un cas que j'ai fait il y a quelques semaines. Puis je reste très sommaire pour les fins de confidentialité, évidemment.
c'est un entrepreneur qui a plusieurs immeubles et où son objectif, lui, c'était évidemment la détention à long terme de ces immeubles. L'appréciation de ces immeubles va se faire à travers le temps et le gain en capital possible, il est raisonnable de penser qu'il va continuer à s'apprécier également. Donc, il y avait la notion de s'assurer, de protéger et de venir adresser les obligations fiscales qui s'adressaient au moment du décès. Mais la stratégie qu'on souhaite mettre en place va également permettre à l'actionnaire d'aller se chercher des revenus fiscalement avantageux de son vivant. C'est-à-dire que là, le client, il a sa compagnie, dans son cas, c'était dans sa compagnie de gestion qu'on a mis en place la police de 500 000 $ qui, dans le cas présent, est une police qu'on appelle participative. C'est un type d'assurance permanente qui permet de recevoir de la part de l'assureur des participations. Puis là, il y a toutes sortes d'avantages derrière ça. Ça fait augmenter les valeurs de rachat, ça augmente le capital d'essai. Juste pour être clair, participation, on veut dire que l'assureur va aussi rajouter des montants? Exact. Donc, en plus des versements des primes qui sont faits, l'assureur va verser des participations, des genres de dividendes, si on veut, à l'intérieur de la police. Et ça va faire en sorte que ce genre de contrat-là va prendre énormément de valeur à travers le temps. Ce qui est intéressant de ce genre de contrat-là, c'est que les institutions financières vont accepter de prêter jusqu'à concurrence de 90 % des valeurs de rachat de ces contrats-là. Donc, si j'ai une valeur de rachat d'1 million $, ils vont accepter de prêter jusqu'à concurrence de 900 000. Dans le contexte d'une incorporation, ce qui est intéressant, c'est que quand on va mettre en place une couverture d'assurance permanente dans la compagnie, bien, c'est évidemment la compagnie qui est propriétaire, payeur, aussi bénéficiaire. Mais on l'utilise comme levier puis comme collatéral pour que l'actionnaire aille chercher les versements du prêt personnellement. Ding, La ding, notion ding, ici, ding, ouais, ding, exact. ding. Là. Ouh. Reprécise ça pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne nous suivent pas. Donc, Oui, je vais juste ajouter un dernier détail pour être sûr justement que la structure soit bien faite. C'est sûr que là, vous écoutez ça, c'est comme « wow, c'est trop beau ». Puis oui, Pour les visuels, là, soyez auditifs là, ouais, présentement. exactement. Mais il y a aussi un frais de service que l'actionnaire doit payer à sa propre compagnie en reconnaissance de cet avantage-là. Parce qu'encore une fois, on veut s'assurer de bien faire les choses. On ne veut pas que le fisc nous revienne quelques années plus tard avec une belle petite lettre sympathique puis nous accuse d'appauvrir la société pour son propre bénéfice personnel. Donc, c'est important de bien faire les choses. Mais Est-ce qu'on revient au conseil qu'on répète toujours de faire affaire avec des bons professionnels pour mettre ça en place? Exact. Mais Encore une fait que fois. là, attends, là, je suis allumé. Là. Fait que si je comprends bien, je suis capable d'adosser la valeur de rachat à un emprunt corporatif qui va être bénéficié au niveau de l'actionnaire, qui lui va pouvoir recevoir des versements à l'abri de l'impôt Ben, vu d'un que prêt parce que c'est un prêt. Ben, c'est ça, c'est pas des revenus, c'est un prêt. Puis l'institution financière, eux, ce qu'ils vont exiger, c'est simplement qu'on les désigne bénéficiaires pour le solde du prêt, mais on s'entend que l'actionnaire ou l'entrepreneur, lui, il peut ne pas rembourser une scène de non seulement du capital, mais des intérêts qui sont chargés aussi parce que l'institution financière a la garantie qu'au moment du décès, il se rembourse. Parce qu'ils se prennent une collatérale. Ben, en fait, ils prennent la Exactement, garantie de remboursement. exactement. Donc, il y a un lien, il y a comme une hypothèque sur l'assurance, si on veut. Donc, c'est eux qui sont en premier rang, qui se remboursent, qui remboursent le solde dans un premier temps. Puis ensuite, la prestation d'essai est versée à la compagnie. Puis ensuite, il y a un crédit qui est appliqué au CDC, au compte de dividendes en capital, et ensuite qui est versé à la succession de l'actionnaire. Donc, dans le cas que je vous donne, mon client, 33 ans, non-fumeur, a mis en place une police participative de 500 000 $ qui lui coûte grosso modo 22 000 $ par année pendant 20 ans. Donc, grosso modo, là, ça lui a coûté 420 000 $. Rendu à 65 ans, lui, ce qui l'intéressait, c'était de mettre en place une stratégie de retraite complémentaire à ses actifs, donc REER, CELI, actifs immobiliers, pour aller chercher
des revenus complémentaires, aller chercher une efficience fiscale, aller chercher des garanties aussi qui ne sont pas nécessairement disponibles par le marché, parce que là, on s'entend que tout est garanti par soit le contrat d'assurance et le prêt. Donc, indépendamment de la performance ou de la sous-performance des marchés, ça n'affecte en rien les revenus du client. Puis, il y a toujours une valeur successorale nette. Donc, en plus, on crée de la valeur pour la succession. Fait que mon client qui a mis en place son contrat, qui a payé à peu près 420 000, bien, entre 65 et 85 ans, il va avoir touché 95 000 $ par année net. Plus la valeur à la retraite qui va, au décès qui va être payé. Plus la valeur successorale, exactement, qui va être versée. Qui va être l'excédentaire du remboursement du prêt, quoi. Ben non, ça c'est il n'a pas remboursé une scène du prêt. Et voilà. C'est ça. Comment c'était dit ça tantôt? Ding, ding, ding. Magie. Il y a beaucoup de concepts en finance qui existent. Hein? Je réitère que faut juste savoir bien s'entourer, que ce soit le fiscaliste, que ce soit le comptable, que ce soit le planificateur financier. Il y a des belles stratégies, solutions qui vont permettre d'adresser plusieurs choses. L'assurance vie, c'est pas juste une prestation de décès pour payer tes frais funéraires puis tes sandwichs pas de croûte. C'est vraiment... Non, mais j'ai comme un actif à part entière. Non, mais je pense que c'est un bon point parce que souvent, puis on va le voir, on reçoit des collègues à toi aussi, Christiane, qui vont parler de différents sujets par rapport à la finance aussi. Puis en fait, souvent, il y a des vendeurs, moi j'appelle ça des vendeurs, puis il y a des conseillers ou des professionnels qui vont te vendre de l'assurance. Toi, t'as-tu pensé que ça coûte 15 000 à un funéraire, laisser 2 000 par année à tes enfants pendant 10 ans? C'est pas ça un besoin d'assurance. Puis chaque situation est différente, on va leur dire parce que c'est important. T'sais, un investisseur immobilier ou un gars qui a une compagnie qui vaut 250 millions, c'est pas la même situation. T'sais. Ou d'une personne qui a juste une famille, qui sont des employés. Chaque besoin est différent, puis il faut avoir un besoin d'assurance, évidemment. C'est des stratégies plus poussées, évidemment. Peut-être qu'il y a des gens qui ne comprennent pas tous les concepts, c'est correct. Mais ce qu'on voulait mettre en lumière, c'est que c'est une parmi tant d'autres. Il y a différentes stratégies. Différentes applications. Puis chaque situation étant différente selon l'âge, selon la croissance de l'entreprise. Encore une fois, on l'a dit avec Olivier, on va le répéter, ça se planifie. Il faut avoir une croissance aussi dans les entreprises ou dans l'entreprise dans laquelle on le fait. Puis je pense qu'on a une des utilisations d'une police d'assurance qui peut être excessivement intéressant, autant pour l'entreprise que pour l'actionnaire, que pour la personne qui est au personnel, où on peut avoir des avantages fiscaux qui sont indéniables, qui sont souvent peu connus. Vas-y, Christian, je te laisse la parole. On est trop polis. Mais c'est ça que je trouve cool de travailler avec les entrepreneurs, c'est que chaque situation est différente. Puis moi, ça me demande d'être créative dans l'application de ces solutions-là qui, des fois, peuvent paraître vraiment plates. Hein? Une police d'assurance vie, c'est pas ça. Moi, je trouve ça sexy quand tu me dis sauver de l'impôt, à l'abri de l'impôt, pas d'impôt. Stratégie, long terme. Mais en fait, moi, ce que j'ai le goût de dire, c'est, guys, on est tous des entrepreneurs, puis on est tous bons dans ce qu'on fait. Mais il faut savoir s'entourer des gens qui savent comment nous faire progresser là-dedans. Et un planificateur financier comme Christiane va amener une valeur ajoutée à « Hey, j'ai bâti une valeur, j'ai bâti X, comment je la protège, comment je l'amène à la future, comment je la fais perpétuer dans le temps. » Bien, je pense que soyez pas gênés d'en parler avec votre professionnel. Et évidemment, il y en a qui vont aller voir Christiane, il y en a qui vont aller voir le propre. Puis c'est quoi, tout le monde est bon, mais écoutez-les, puis écoutez les stratégies puis les conseils qu'ils vont vous donner. Je pense qu'il y a de quoi à faire là. Tout à fait. Christiane? 100%, je suis bien d'accord. Excellent. Bien, c'est déjà la fin. Mais avant la fin, François, tu as quand même lancé une tradition qui se veut une tradition maintenant. Mais là, oui, c'est une tradition. Par contre, je suis obligé de mettre des règles. T'as pas le droit de dire Hawaï, t'as pas le droit de dire la Californie. Mais c'est où qu'on te voit la prochaine fois dans tes photos de voyage exotique? Puis Costa Rica non plus, parce que ça aussi, c'est une autre affaire que t'as déjà fait, je pense. Oui, je l'ai faite. On se voit-tu sur une pente de ski? Écoute, ça se peut que j'invite mon chum en Écosse. Bon, du scotch, puis il joue au golf. Il est chanceux, lui. En fait, j'ai dois un cadeau de Noël parce que ça, j'ai offert à Noël 2019. Mais comme il y a eu la pandémie puis qu'on voyage pas vraiment beaucoup de ce temps-ci, Écosse, ça a été remis. Incroyable. Es-tu un amateur de scotch?
Moi, j'adore le scotch. Ah là là. Ben, déjà la fin. François, merci beaucoup pour la co-animation. Merci énormément, Christiane, pour l'information que tu nous as donnée aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire « Et là, que je suis mal accompagné peut-être ou je suis mal informé. » En fait, puis si on a juste ouvert des yeux puis des Exactement, réflexions, wow! lever des flags. Puis, Merci de l'invitation. ben, ça me fait plaisir. Donc, merci à tous pour votre écoute. On se voit la semaine prochaine dans le podcast Le 13e étage. François. Merci beaucoup pour ton ouverture. Puis s'il vous plaît, partagez notre podcast. Exactement. Parce que dans le 13e étage, on va parler des vraies affaires.